C'est Frédéric Ducrozet qui est avec nous pour entamer cette émission en visioconférence depuis Genève, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Merci beaucoup d'être avec nous. Le Royaume-Uni et le marché obligataire britannique notamment est passé au bord de la crise cardiaque hier, Frédéric. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Et quelle est la situation 24 heures après sur ces marchés qui sont des marchés fondamentaux, on va le dire, pour la vie économique britannique? Oui, et puis ce sont des marchés liquides. On a eu des accidents, y compris sur le plus grand marché mondial, celui des treasuries américaines, il y a quelques années. On peine peut-être parfois à comprendre comment des marchés de plusieurs milliers de milliards de dollars ou de pounds peuvent être sujets à des accidents de liquidité comme ça, mais c'est un fait. Pourquoi? Eh bien, essentiellement parce que le choc de ce budget, de ce repricing des anticipations de taux, y compris de la Banque centrale, est arrivé trop vite pour des acteurs, et notamment des poids lourds dans ce marché, dont les fonds de pension, dont l'horizon de temps est différent. Et vous avez notamment des appels de marge, notamment des besoins de collatéral et de cash dans ces marchés qui peuvent être immédiats, même si, encore une fois, ce sont des acteurs qui doivent planifier leurs actifs et gérer leurs dettes sur le long terme. C'est ce qui s'est passé. On a de plus en plus d'éléments depuis quelques heures, depuis hier, sur ce risque effectivement de peut-être faillite, même pourquoi pas, de certains des grands acteurs du marché, en tout cas d'appels de marge qui étaient devenus trop pénalisants. La Banque d'Angleterre ayant reçu ces appels du pied très insistants de ces fonds de pension, a fini par intervenir. Aujourd'hui, la situation semble à la fois stabilisée mais précaire. On regarde des indicateurs de liquidité qui sont toujours mauvais, qui sont toujours dégradés. On n'est certainement pas revenu à la situation initiale. D'ailleurs, c'est anormal d'observer une baisse aussi forte des taux d'intérêt, comme c'était anormal d'observer une hausse aussi rapide. Mais je crois qu'il y a cet élément psychologique. Il y a une banque centrale qui intervient aujourd'hui, qui revoit complètement ses plans, qui passe d'une volonté de réduire son bilan et de vendre de la dette d'État à en fait en racheter jusqu'à 5 milliards par jour. On verra combien il faut qu'elle effectivement dépense et à quel point elle doit intervenir et pendant combien de temps. Je pense quand même que maintenant il est compliqué d'imaginer des acteurs au contraire attaquer la Banque centrale et la pousser, la tester dans ses retranchements. On va probablement avoir une forme de stabilisation, il faut l'espérer, dans les jours qui viennent. L'intention de la Banque d'Angleterre, effectivement, est claire. Alors, je le disais un peu brutalement hier, mais il fallait sauver les retraites des Britanniques. En tout cas, assurer de la liquidité dans un moment de crise du collatéral britannique. C'est le sens de l'intervention de la Banque d'Angleterre, qui ne veut pas non plus trop modifier la course des taux d'intérêt long terme. Son but n'est pas de plafonner la hausse des taux britanniques, parce que la crise de confiance, c'est une crise politique également aujourd'hui au Royaume-Uni, Frédéric. Absolument, absolument. On peut passer et on le sait, on a connu des épisodes évidemment en Grèce, mais dans d'autres pays par le passé, d'une crise purement technique, de liquidité financière, de stabilité financière, ce qui est déjà un problème majeur, à une crise politique, économique, qui devient hors de contrôle. Donc c'est effectivement un risque. La Banque centrale ne peut pas aujourd'hui donner l'impression qu'elle va faire ce que fait la Banque du Japon, par exemple, et puis caper des taux à long terme et cibler une courbe des taux. Ça ne peut pas être le cas, parce que vous entrez dans un régime explicite de dominance fiscale où, quoi que fasse le gouvernement, la Banque centrale viendra, en tout cas ce sera la perception des marchés, à la rescousse. C'est quelque chose qui est impossible parce que là, pour le coup, vous pouvez avoir une vraie attaque, une vraie crise sur la devise et sur les titres de dette d'État qui serait, même pour une banque centrale avec un pouvoir d'intervention a priori illimité, un risque majeur pour l'économie et puis pas seulement pour quelques jours, pour plusieurs années. C'est toujours compliqué d'imaginer la fonction de réaction du politique, Frédéric, mais néanmoins, quelles sont les voies de sortie, les issues possibles pour le gouvernement de Liz Truss qui confirmait encore la stratégie qu'elle endosse toujours pleinement à ce stade pour son gouvernement? Alors, on imaginait mal ce gouvernement à peine intronisé et avec des premières mesures annoncées, faire un revirement à 180 degrés. Entre les lignes, Liz Truss parle quand même de controverses, de points peut-être qui pourront être amenés à évoluer, notamment sur l'ampleur et la durée peut-être des baisses d'impôts, là où le chancelier avait dit que ce n'était qu'une première étape. Donc je pense que le recadrage va se faire progressivement. On ne peut pas revenir sur des annonces qu'on vient d'annoncer complètement. On peut en revanche revoir le calendrier et l'ampleur, notamment de ces baisses d'impôts, je pense.
Est-ce que ce choc sur les gilts britanniques, Frédéric, a eu des répercussions importantes sur nos marchés, sur les marchés globaux? Et si on essaye de tirer quelques leçons de cette expérience britannique à ce stade, pas uniquement pour le UK, mais peut-être pour nous autres Européens également, quels peuvent être justement ces enseignements? Oui, je pense qu'il y a deux étapes finalement dans cette réaction. La première, elle est mécanique. Vous cherchez du collatéral. Ces marchés sont mondiaux, interconnectés. Il y a eu effectivement un impact très fort à la hausse puis à la baisse sur des taux américains, sur des taux européens, allemands ou français. C'est vrai. Et ça pourrait continuer. Il y a même des exagérations, je pense, parce que toute la courbe des taux est amenée à se recalibrer dans le sillage des actions de la Banque d'Angleterre. Et on a eu ponctuellement des anticipations de hausse de taux de la BCE qui sont revenues très en dessous de ce que la BCE elle-même nous dit qu'elle va faire dès le mois d'octobre. Donc il y a un aspect mécanique là aussi qui peut être amplifié par ces appels de marge. Il y a une deuxième étape beaucoup plus intéressante de se dire à Paris, Berlin, Rome ou même aux États-Unis, attention, voilà ce qui se passe quand on va peut-être trop loin dans un policy mix dangereux. Voilà ce qui se passe quand la devise peut dévisser et les taux exploser dans un marché qui en plus est évidemment sensible aux taux d'intérêt, où une part non négligeable malgré tout des emprunts hypothécaires sont indexés. Et les États-Unis font effectivement partie de cette catégorie aussi. Donc vous avez, je pense, notamment en Italie, dans une moindre mesure aux États-Unis, un impact, oui, je pense, à plus long terme, une remise peut-être en question, en tout cas plus de prudence du côté des autorités budgétaires et monétaires aux États-Unis et en Europe à attendre suite à ces événements. Vous le disiez déjà il y a quelque temps, Frédéric, la route de la normalisation, on parlait de la BCE à l'époque, ne sera pas peut-être un chemin linéaire. La route est déjà bien heurtée de ce point de vue-là. Si on a en tête quand même que le cap des banques centrales est toujours de normaliser autant que faire se peut. Est-ce qu'il faut imaginer peut-être de plus en plus d'interventions ciblées? Alors, il y a eu l'intervention spectaculaire de la Banque d'Angleterre hier, mais il y avait eu quelques jours auparavant déjà l'intervention des autorités japonaises sur le yen. Cette route de la normalisation, elle va être ponctuée comme ça d'interventions de plus en plus ciblées pour des questions de stabilité financière? Oui, je le pense. Je n'ai pas de boule de cristal pour savoir jusqu'où on va aller, mais certainement, on le voit, un point de douleur a été franchi au Japon la semaine dernière, au Royaume-Uni cette semaine, peut-être en Italie dans les jours ou les semaines qui viennent. Et c'est le moment où les grands discours théoriques sont balayés et le pragmatisme reprend le dessus. On ne peut pas se permettre de mettre un marché obligataire aussi important, vous l'avez dit, pour l'économie et le secteur financier, à terre et à risque d'instabilité permanente. Donc, bien sûr que les banques centrales reviendront sur leur plan et peut-être réajusteront le tir. C'est déjà le cas en Suisse d'une certaine mesure, au Japon, je l'ai dit, et puis en zone euro, on le verra la semaine prochaine, on aura les chiffres le 5 octobre d'ailleurs pour la BCE. Probablement que la BCE continue d'intervenir en utilisant au moins à la marge la flexibilité des réinvestissements, du PEPP, donc tous ces aspects très techniques sur son bilan, qui, même si aujourd'hui on ne sait pas encore tout des intentions du gouvernement en Italie, est justifié. Parce que vous avez envie de monter les taux d'intérêt et vous n'avez pas envie, encore une fois, de vous retrouver dans cette situation où c'est le marché qui vous dit stop. Et à propos de hausse de taux de la Banque Centrale Européenne, on aura le chiffre d'inflation en Allemagne à 14h, Frédéric. Alors, il y a une petite bonne surprise sur l'Espagne, mais l'Allemagne compte quand même beaucoup. Si on a 10% d'inflation, avec la moitié des membres du Conseil des gouverneurs qui s'expriment aujourd'hui, je le disais, sous forme de boutade, c'est plus que nécessaire pour faire passer le message que la prochaine hausse sera encore une hausse de 75 points de base? Je crois que c'est trop, je suis d'accord avec vous, c'est trop parce qu'on a compris, on le sait, on nous dit depuis le mois de juin que la forward guidance est morte, est terminée et on n'a jamais eu autant de forward guidance depuis. Alors 50 points de base en octobre c'est un minimum, 100 points de base c'est peut-être un peu trop. D'ailleurs c'est une des façons peut-être potentiellement d'indiquer un risque à la hausse, en tout cas peut-être pas pour octobre mais à nouveau pour décembre. Donc il y a une communication de la Banque centrale qui est presque trop importante. Je l'écoutais encore hier, Frank Elderson, qui est aussi un membre du comité exécutif de la BCE, et qui disait « Nous allons monter les taux dans les prochains mois. » Ce n'est pas compte tenu de la croissance ou de l'inflation, à condition que. Non, nous allons monter les taux de façon inconditionnelle. Donc on le comprend bien. Tant qu'on peut, ils le feront. L'inflation va être proche de 10% en Allemagne, vous l'avez dit. Surtout, l'inflation sous-jacente demain sera au-dessus de 4,5% en zone euro, peut-être ponctuellement vers 5% d'ici le mois octobre. C'est un niveau totalement inacceptable pour la BCE. Elle montera très probablement les taux de 75 points de base en octobre. Et puis je pense que la discussion a déjà commencé, en réalité, en pratique, sur les autres aspects du resserrement monétaire.
Je suis persuadé pour ma part toujours que la BCE devra s'arrêter d'ici le début de l'année prochaine au plus tard, mais le reste pourra continuer sur le bilan. Quantitative tightening du programme de quantitative easing précédent, pas le PEPP, l'APP, et puis peut-être aussi un durcissement des conditions de rémunération de la liquidité pour les banques. Tout ça va continuer presque quoi qu'il arrive, même si, comme c'est probable, on entre en récession en zone euro. Merci beaucoup Frédéric, merci pour cet éclairage dans cette phase de marché troublée, c'est le moins qu'on puisse dire, au lendemain de l'intervention de la Banque d'Angleterre et des effets spectaculaires qu'on a pu voir sur le marché de la dette britannique. Frédéric Ducrozet qui était avec nous en visioconférence, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management.